Bienvenue à cet épisode de Oublie pas ta brosse à dents avec Jean-Philippe Barry-Guerrard, artiste incroyable, auteur, comédien, réalisateur, metteur en scène, scénariste, qui a tous les talents, qui est un beau gars aussi, qui est vraiment charismatique et qui a vécu une... Je suis content parce qu'il se dévoile quand même beaucoup. Il va loin dans où il était rendu bas, dans une peine d'amour. Très, très honnête, très transparent, très généreux là-dedans. Je pense que l'épisode peut faire du bien à beaucoup de gens. Je l'ai connu par Kat Brunet. Et d'ailleurs, si Kat Brunet reçoit 1$ à chaque fois que son prénom est mentionné, je pense qu'elle va faire au moins 12$. Alors, j'espère que l'épisode vous plaira. Bon épisode de Oublie pas ta brosse à dents. JP Barry-Guerrard. Salut. Ça va? Ça va très bien. Merci de l'invitation. Merci à toi. Merci à toi. Je suis vraiment touché que tu acceptes de venir. On se connaît par Catherine Brunet. L'épisode 1, retournez voir l'épisode 1. Exactement. Et d'ailleurs, je vais te parler de ta plus grande peine d'amour. Ouais. C'est de ça qu'on parle? Oui. Oh, shit. Plus tard dans l'épisode. Mais je tiens à dire que je veux parler de ton volet auteur. Mm-hmm. Parce que t'es doubleur, t'es acteur, t'es metteur en scène, t'es scénariste pour la télévision. Ouais. T'es auteur. Ouais. Je crois que tu as une dizaine de livres. J'ai écrit 4 romans signés sous mon nom, plus coécrit un roman, plus publié des pièces. Fait que oui, après dans le 10. Ouais. OK. Un de tes romans a été assez... autant que ta plume est belle, ta plume a été douloureuse pour moi. Laquelle? Je l'ai parlé avec Kat dans le podcast avec elle, mais Sport et divertissement, qui est un peu... Puis là, c'est ça, là, je sais, là, quand t'écris, j'imagine, tu prends un peu de ta vie à toi, tu prends un peu des gens autour de toi, il y a de la pure invention aussi. Tout ça est mélangé, mais c'était quand même un peu basé sur l'histoire de Kat Brunet. Je vais t'inspirer surtout du personnage de Catherine, je pense. Tu sais, l'idée, pour moi, c'était pas de faire un livre qui est biographique, parce que, évidemment, ça l'est pas, mais de plus qu'est-ce qu'une figure comme Kat représente. Quelqu'un qui a grandi avec beaucoup de privilèges sous le regard des gens, puis qu'est-ce que ça peut faire. Moi, je trouve qu'il y avait une matière dramatique là-dedans vraiment intéressante. Fait que je suis parti de ça. Puis ce qui est drôle, évidemment, après ça, le monde lit le livre, puis il essaie de voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. T'sais. Exactement. Mais moi, justement, sauf que moi, je l'ai lu à la pire période parce que je me rappelle, j'ai été avec Catherine, je sais plus, je pense que c'est 2 ans et demi, mais quand on s'est laissé, c'était le lancement de ce livre-là. Wow. Puis je me rappelle même, quand on s'est laissé, elle était reçue en entrevue pour parler un petit peu du livre Sport et divertissement. Puis je pense que c'était 2-3 jours avant qu'elle me laisse. Puis elle disait oui, il y a de l'invention, mais oui, c'est un peu... certains aspects du livre ou certains moments, je me reconnais là-dedans. Et là, moi, quand on se laisse, je lis... T'as vraiment pris le vieux bout de métal, puis l'as rentré dans le bobo, puis t'as juste fait... C'était épouvantable. Fait que ce livre-là m'a marqué beaucoup parce que ça parle beaucoup de en tout cas, du personnage principal, de sa sexualité un peu débridée, ses relations passées, tout ça. Puis là, moi, j'ai essayé de faire les liens. Puis tu sais, quand t'as mal d'une personne, t'as mal, peu importe. Mais là, on dirait que j'allais me faire mal. Mon Dieu, mais c'est sûr. Mais je t'ai déchiré parce que, et là, je vais te lancer une fleur, ton écriture, je la trouve tellement... comment dire ça? Je trouve que dans le département compliment, elle est simple. Ce sont des images simples, mais belles. Mais merci, parce que c'est ce que j'essaie de faire. Tu vois, il y a peut-être du monde qui serait insulté d'entendre ça. Moi, je fais non. Moi, quand j'ai écrit, c'est tout le temps OK, là, il y a des beaux mots, mais mettons, comment je peux aller plus straight to the point, tu sais? Puis c'est ça, je trouve que c'est facile à lire, mais c'est ça, elle n'est pas simplette. Là. Elle est simple, elle est accessible, je trouve, mais tellement bonne, elle se déguste comme un petit nectar d'automne. Mais bref, j'ai lu ce livre-là, mais il m'a fait mal à l'époque. Je suis désolé. J'ai lu aussi le livre Haute démolition, qui est sur mon milieu. Là, je pense même que tu m'avais contacté, puis j'avais... Ben, je pense que t'as pas dû voir mon message. J'ai écrit sur Facebook, t'as pas dû voir mon message. Parce que quelqu'un m'avait dit, JP a essayé de te contacter pour avoir un peu de jus sur ce métier-là. Mais ce super livre aussi. Merci. Qui dépeint, encore une fois, je pense que tu t'inspires de personnages de l'actualité, de vraies personnes. Oui, cela dit, je pense, ce qui est drôle avec Haute démolition, c'est que le timing de la sortie du livre a changé un peu le regard qu'on avait dessus, parce que moi, je travaillais là-dessus depuis un bon bout de temps. Puis il y a eu l'affaire Julien Lacroix, puis on était comme, c'est l'histoire de Julien Lacroix. J'étais comme,
Pas vraiment, mais je comprends que les gens voient ça, tu sais. Mais tu sais, disons que c'était plus sur un amalgame d'affaires qu'on entendait dans les disons, divers intervenants du milieu de l'humour. Puis même après ça, je dis ça, des acteurs, on en a entendu, des metteurs en scène, du monde dans les médias. Moi, c'était comme un ramassis de trucs. Puis j'ai mis ça en humour parce que moi, ça m'intéressait aussi. J'avais une fascination pour le milieu de l'humour. À quel point, comme là, mettons, je sais que tu as exploré aussi le milieu des avocats dans le livre sur Royal. Royal, exact. Ouais. À quel point tu t'investis pour maîtriser ou rentrer un peu dans ce milieu-là? Exemple, l'humour. T'es-tu allé voir des shows d'humour? Je sais que tu as des amis acteurs, comédiens qui font du stand-up aussi, tout ça. Tu as des amis humoristes. Ouais. Jusqu'à quel point tu te plonges dans un milieu avant de te commettre avec une œuvre, un roman? Ah, moi, j'adore. J'y vais à fond parce que ça m'aide. C'est là que je trouve tout le jus, puis des subtilités, puis même du matériel que je pourrais jamais inventer. Parce que je trouve que les trucs les plus intéressants quand on veut dépeindre un milieu qu'on connaît pas, c'est les choses que les gens vont pas nous dire en premier. C'est les choses qu'ils vont pas nous dire parce qu'elles leur semblent trop anodines, parce que c'est trop dans ton quotidien à toi. Je comprends. Puis tu me le dirais pas immédiatement. Il faudrait soit que tu m'en parles très, très longtemps ou que je te suive comme ton nom pendant très longtemps pour qu'à un moment donné, ces affaires-là ressortent. Fait que moi, ce que je fais, c'est je pose des questions du monde. Après ça, je lis, je repose des questions. Éventuellement, j'arrive à poser des questions de moins en moins niaiseuses parce que je comprends un peu mieux la game. Dans le cas de Haute Démolition, ce que j'ai fait, c'est que je devais écrire pour le magazine Nouveau Projet, c'est un magazine social. Ils m'ont juste demandé d'écrire une plongée dans un milieu de mon choix. Puis là, je savais que je voulais écrire un roman sur le milieu de l'humour. Fait que je me suis dit, hey, je vais comme merger ces deux affaires-là ensemble. Je vais être payé pour faire la recherche. Fait que j'ai lancé le projet de faire mon premier 5 minutes tête à faire dans une soirée, dans un open mic de Comedy Club. Ah, t'es allé faire un 5 minutes? Fait que j'étais allé faire un 5 minutes que j'ai rodé. Puis tu sais, je l'ai fait vraiment de manière sérieuse. J'ai travaillé avec Jean-Philippe Durand, qui est un scripteur que j'aime full, qui me fait beaucoup rire. Fait que là, on a développé un numéro ensemble. Je l'ai fait dans des open mic. Je l'ai fait aussi, j'ai été programmé pour vrai au bordel un soir. Fait que ça m'a permis, tu sais, je l'ai fait, je pense que c'était 4 ou 5 fois pour vraiment sentir c'est quoi l'évolution d'un numéro, mieux le comprendre. Tu sais, la scène, j'en avais faite, mais mon Dieu, que faire du stand-up, c'est un autre animal complètement. Ouais. Beaucoup plus exigeant, je trouve, que de jouer au théâtre. Ouais, c'est pas la même affaire du tout. Là. Ça demande d'être vraiment sharp. Puis, tu sais, après, à travers ça aussi, des entrevues avec, Louise Richer, Rosalie Vaillancourt, d'autres humoristes, des gérants aussi, juste pour comprendre le milieu. Là, après ça, c'est le fun parce que j'avais l'impression que, sans être un expert, évidemment, je comprenais le sujet. Puis là, une fois que j'étais dans l'écriture du roman, là, c'était plus spécifique. Je pouvais appeler quelqu'un et être comme, OK, hey, ça se passe comment quand tu négocies un contrat? Telle affaire, comment tu fais ça? Fait que là, ça m'aide à poser des questions moins niaiseuses. Mais moi, j'adore ça. C'est le fun pour moi. Puis j'ai appris avec le temps, ce qui est cool, à être moins intimidé de ça. Parce que quand tu appelles les gens, tu es comme, hey, je vais écrire un roman qui se passe dans cet univers-là. Peux-tu m'aider à ce que ce soit pas cringe, que ça paraisse pas mal? Ouais. Les gens sont super contents. Moi-même, quelqu'un me dit « Hey, je veux écrire de quoi, mettons, qui se passe dans le milieu du théâtre, puis j'aimerais ça que ce soit crédible, peux-tu m'aider? » Je suis comme « Oui, s'il te plaît. » Parce que je dis que c'est plate quand c'est mal représenté à l'écran ou dans un livre, puis que là, les gens pensent que c'est ça la réalité, puis ça finit par faire boule de neige. Je trouve ça plate. J'ai adoré ce livre-là, puis je vais repositionner mon commentaire, parce que simple, je trouve ça fait... Tu l'as bien pris, mais je trouve juste que, en fait, c'est un talent d'écriture, comme un acteur qui n'a pas l'air de jouer, il a juste l'air d'être le personnage. Ah. Je lis ton livre comme si c'était un documentaire. Je sens pas l'écriture. Je sens pas le gars qui joue à l'auteur. Je sens le gars qui raconte quelque chose. Puis, fait que entre autres, le Haute Démolition, t'as les termes des humoristes, ça paraît que t'as fait l'effort. Je vais te poser une question qui se pose pas. Vas-y. Comme des enfants, les parents peuvent pas dire c'est quoi leur préféré. Si, mettons, quelqu'un a lu aucun de tes livres, aucun de ton œuvre littéraire, rien de ton œuvre littéraire, ce dont tu es le plus fier. C'est difficile. Je crois que je vais dire Manuel La Vie Sauvage, parce que c'est celui qui est peut-être le plus différent des autres, parce qu'on est dans un univers qui est moins dans l'excès, un univers aussi qui est plus loin de moi. Ben, quoi que Royal, c'est loin de moi aussi, je suis pas avocat. Des fois, j'ai besoin de le respécifier parce qu'il y a du monde qui pense que je suis un avocat frustré, qui règle des comptes. Ah, mais okay. ouais. Ça, c'est flatteur parce que je fais comme, mais c'est ça que les gens pensent que je connais assez bien ça pour que j'ai l'air d'un ancien avocat. Mais non, Manuel La Vie Sauvage, j'aime ça parce qu'il y a des éléments de science-fiction, si on veut, dans ce livre-là. Ça parle de business, puis on est dans un... Tu sais, dans mes autres
dans mes autres livres, on est beaucoup dans les personnages qui sont dans l'excès, qui font beaucoup le party, qui prennent de la drogue. Là-dedans, devant un personnage spartiate, une personne organisée, un peu psychopathe même. Puis ça a été beaucoup de fun aussi pour moi, la recherche de ça, parce que comment est-ce qu'on fonde une entreprise en tech, comment est-ce qu'on prend de l'expansion, comment est-ce qu'on gère tout cette échelle d'argent-là qui est énorme pour du monde comme nous. Fait que j'ai parlé avec du monde vraiment intéressant, puis ça m'a ouvert sur autre chose. Puis il y a eu un jeu d'écriture aussi qui était vraiment le fun parce que je voulais écrire ce livre-là avec une genre de mise en abîme claire, c'est-à-dire que c'est comme si le narrateur du livre a écrit son récit de vie. C'est comme s'il a écrit sa biographie de « Voici, j'ai réussi dans la vie ». Moi, ma grosse inspiration, c'était The Art of the Deal, le livre de Trump, où il raconte comment il fait des deals, finalement. Fait que moi, je trouvais ça intéressant. Puis ça crée aussi un défi d'écriture cool parce que tu as quelqu'un qui écrit un livre pour bien paraître, mais il va devoir nous dire des choses dont il n'est pas fier. Fait que comment est-ce qu'il les emballe? Comment est-ce qu'il les transforme? Comment est-ce qu'il nous ment? Fait que là, ça fait que comme lecteur, moi, je dois dealer avec un narrateur qui n'est pas fiable. Il me dit des choses, mais je peux pas 100% le truster. Des fois, il me ment. Comment est-ce que je deal avec ça? C'est un jeu que j'aime ça beaucoup jouer avec le lecteur ou avec le spectateur au théâtre. Ils disent que lire, ça développe l'empathie parce que tu te mets dans la tête, dans la position de différentes autres personnes. Est-ce que écrire, ça prend de l'empathie? Ultimement, est-ce que tu peux être une mauvaise personne, mais un esti de bon auteur? Oh, on en connaît plein. Cela dit, je pense que nécessairement, à partir du moment où tu écris sur quelque chose qui est loin de toi puis que tu fais l'effort de comprendre cette réalité-là, c'est sûr que ça te force à regarder le monde différemment. Moi-même, ça m'a enlevé beaucoup de jugements que je pouvais avoir sur différentes situations, différents milieux, différentes personnes, parce que je me mettais à baigner dedans. Et même à un certain moment, des fois, il y a un flip complet où, tu sais, je pense à Royal, qui se passe à la faculté de droit, où on a vraiment, là, c'est des jeunes privilégiés, des gosses de riches, de Brébeuf, qui veulent devenir avocats. Puis, tu sais, je suis passé d'avoir un mépris pour cette classe-là à peut-être l'envier et vouloir en faire partie. Je vais pas tout abandonner pour aller étudier en droit, mais il y a une partie... J'ai comme développé une certaine tendresse, je dirais, pour ce milieu-là. Puis j'ai beaucoup aimé ça. Puis, tu sais, pour moi, en fait, c'est drôle. Vu que j'ai une formation d'acteur à la base... Quand j'écris, j'ai l'impression que c'est un peu comme ça que ça marche pour moi aussi. C'est-à-dire, je mets un costume, j'essaie de me demander, OK, si j'étais cette personne-là, comment est-ce que je penserais? Comment est-ce que ça se passerait pour moi, la vie? Ce qui fait que c'est très cool. Ça me permet de... Je joue, mais mon seul public, c'est Microsoft Word sur mon MacBook. Tu parlais de formation d'acteur. Moi, quand je t'ai connu, t'écrivais déjà, mais quand Kat Brunet m'avait présenté, je te connaissais comme acteur. Là, j'ai parlé à une couple de personnes où je reçois mon podcast JP Barry-Guerrard, puis l'auteur. Est-ce qu'il y a un ego? Tu as étudié, tu as fait le Saint-Hyacinthe. Ouais. Saint-Hyacinthe. Est-ce que tu as l'ego de l'acteur qui est un peu, pas frustré, mais le volet auteur a pris peut-être plus de place un peu? T'es doubleur, t'es acteur, t'es un peu tout ça, mais on dirait qu'on t'associe plus maintenant à l'auteur. Est-ce que c'est pas un échec parce que tu as une belle carrière dans tout ça, mais est-ce que le comédien en toi est un peu aigri de ne plus être celui qui est de l'avant dans tous tes chapeaux? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a eu une période où ça m'a frustré, effectivement, mais là, ce qui est drôle, c'est que même comme auteur, j'ai un certain pouvoir. Tu sais, mettons, le casting de mes séries, là, je suis là dans les discussions, puis je valide. Je sais pas moi qui ai le dernier mot, mais tu sais, puis, tu sais, il y a une actrice moi, que je connais qui écrit aussi, qui, dans ses contrats, demande de se faire donner un rôle dans chacune de ses productions. Tu vois, même moi, j'ai jamais même pensé à faire ça parce que la priorité, ça va toujours être, bon, c'est qui la meilleure personne pour faire la job? Puis si moi, j'ai rapport-là, j'irai le faire, tu sais. Mais je sens pas le besoin de me donner de la job comme auteur. OK, fait que Kim Lizotte, elle se donne un rôle. Je parlais pas de Camisa. En fait, non, je pense que je vais le dire parce que je pense même pas qu'elle serait frustrée que je le dise. C'est Pascal Renaud-Hébert. Okay. Puis, tu sais, dans son cas aussi, je trouve que c'est pas gênant parce que c'est une maudite bonne actrice. Oh, ouais. Moi, je suis content qu'elle joue dans ses trucs, tu sais. Mais moi, j'ai jamais senti cette drive-là. Cela dit, tu sais, si on me disait demain matin, veux-tu jouer plus? C'est sûr, je dirais oui, parce que c'est le fun de jouer. Puis je le remarque de ce temps-ci, tu sais, ça m'arrive pas souvent de jouer, mais quand je joue, je suis beaucoup plus capable de mettre le cerveau à off parce que je suis pas le maître du projet. J'ai pas 8 affaires à penser en même temps. Tu sais, quand t'écris, t'as comme beaucoup d'éléments à contrôler. Fait que non, je suis pas... puis je suis pas devenu auteur aussi par dépit. Je suis pas devenu auteur parce que je travaillais pas comme comédien. J'ai eu les deux en parallèle au début. Puis à un moment donné, la carrière d'auteur a juste pris le dessus. Puis la raison pour laquelle le monde pense moins à moi comme acteur, c'est parce que
c'est parce que ma carrière d'auteur a pris beaucoup de place. C'est ça. Fait que c'est un mal pour un bien. T'sais. C'est pas comme si j'avais fini par pivoter vers autre chose parce que la première affaire marchait pas. T'sais. Donc, je vis assez bien avec ça. T'sais. Après ça, si ma carrière d'auteur finissait par devenir vraiment plate puis que le monde ne s'intéressait plus à mes livres et que là, j'avais 2 affaires qui ne marchent pas, peut-être que je serais plus frustré. Mais non, ça s'est comme fait naturellement. Ça n'a pas été du jour au lendemain. Puis, fait que je pense que ça a beaucoup aidé, je pense, à bien vivre avec ça. T'sais. Puis c'est pas pas fini parce que j'en ai des petites gigs à gauche à droite. Puis ça fait aussi, ce que je trouve cool, c'est que je suis pas non plus obligé de jouer. T'sais, j'ai plusieurs gangs-pains dans la vie. Ouais. Fait que si quelqu'un est comme, veux-tu faire cette affaire-là, puis ça a l'air un peu poche, je dis non des fois aussi à des offres là, de comédiens parce que ben maintenant, vu que c'est plus mon revenu principal, je peux ne peut-être pas m'abaisser à des affaires qui m'intéressent vraiment pas. Je comprends. Quand tu es juste comédien, tu es un petit peu obligé de dire oui à tout. Là, ben, tu fais du doublage, puis c'est ça. Puis après, je veux pas parler de carrière pendant 1 heure de plus, mais doublage, comme le volet que le grand public n'est pas au courant, pour avoir été avec Kat, elle me disait pas nécessairement ses salaires précisément, mais je sais que vous gagnez beaucoup d'argent. Fait que tu peux être quelqu'un qui reste dans l'ombre, mais faire genre 100 000 par année. Puis ce qui est cool, c'est que t'es pas surexposé quand tu fais ça. Exact. Les gens le savent pas, à moins que vraiment, il y a du monde qui sont très bons, qui ont l'oreille, qui reconnaissent la voix, mais ils sauront pas. Puis ça te laisse jouer. On pense que c'est une affaire qui est très technique, le doublage, mais ultimement, c'est du jeu. Donc, ton muscle reste chaud, il reste actif. Tu sais, ça te force à... vous êtes des astifies d'acteurs. Ben, j'essaye, en tout cas. Dans le sens, non, mais je parle de toi, puis les bons doubleurs, faut que tu sois de très bons acteurs. Ouais, vraiment. JP, ultimement, je veux te parler de ta vie privée. Oui. Parce que, mon podcast, c'est la personne qui vient me conter sa pire peine d'amour. Ouais. Puis moi, j'ai assisté à une de tes peines d'amour. Mais quand tu m'as invité, là, j'ai tout de suite pensé à un moment précis. J'ai tellement... Dans le salon chez Kat Brunet. Exactement. Tu venais de te faire laisser par ton chum de l'époque. Non, mais c'est ça l'affaire en plus. Ou tu l'avais laissé? Non. Je n'ai pas de me faire laisser. Ça faisait genre 3 mois. Mais j'en revenais pas. Ah ouais? C'est tellement gênant. Parce que je me rappelle encore. T'es quelqu'un qui est très candide, très transparent. Oui, absolument. T'as les émotions quand même. Pas bon pour cacher les affaires, moi. Non. Ben, on voit, t'es heureux, t'es expressif, t'es triste, t'es survolté, t'es quelqu'un qui a une grosse énergie aussi, là, tu sais. Moi, je t'ai vu, maintenant, tu viens chez Kat. Je me rappelle plus c'est quoi le contexte, mais on est dans le salon. Je vais te le dire, le contexte. Ah, que c'est bon, mon Dieu, que c'est bon. Alors, j'étais un petit peu hangover. Je jouais dans un show cet été-là. C'était le rap party la veille. Fait que, tu sais, je m'étais couché genre à 6 h du matin. Je texte Catherine. Je suis comme, oh, je suis le tout croche aujourd'hui. Je peux-tu venir chiller chez vous? Et là, on écoute Under the Skin, qui est un film d'horreur écossais où Scarlett Johansson joue une genre d'alien qui pick up des gars qui s'imaginent qu'ils vont fourrer la plus belle fille de la Terre puis qui finalement se font dévorer par un alien. Qui est un film... Je sais que ça a l'air étrange dit de même, là, mais le film finit et tu sens tellement... Mais pas bien de genre un film d'horreur puis mon Dieu, c'était intense. C'est plus... Tu sens la vie te quitter quand le film finit. Puis là, mais là, tu sais, moi, on écoute le film, je suis un peu tout croche. Puis là, finalement, je suis chez Catherine. Puis là, toi, tu rentres. Puis, ouais, ça. Puis là, tu t'assois à côté de moi, bien normal. Tu reviens d'une game de hockey. Qu'est-ce que vous allez manger pour souper? Puis je suis comme, oh, oui, il faudrait que. Oui, je vais vous laisser, là, je vais y aller. Et là, t'es assis sur le divan. Puis tu dis, toi, JP, ça va? Et là, mettons, hurlement, là, hurlement. Mais pour de vrai, je vais te le dire, c'est dans les... Puis c'est pas péjoratif, mais c'est dans les tristesses les plus intenses que j'ai vues de toute ma vie. C'est tellement gênant. Et t'as été très gentil parce que t'as dit, hey, veux-tu rester à souper, JP? Puis t'es comme, hey, hey. Mais tu sais, c'est juste absurde parce que tu dis, ça marche sur un degré de tristesse qui marche si tu t'es fait crisser là la veille, mais malheureusement, ça fait 3 mois. Puis c'est un peu à l'image de ce break-up-là qui était intense, mais mettons à une intensité de jour 2 de rupture pendant 3 ans. Je comprends. À peu près. Qu'est-ce qui fait... OK, ce gars-là, on peut ne pas le nommer, disons, mais ce gars-là, combien de temps t'étais avec? 2 ans. OK. Ce qui n'est pas une si longue relation, ça, mais c'est pas toujours proportionnel. Non. Tu sais, moi, des gens m'ont pas reproché, mais m'ont dit c'est Kat Brunet ta plus grosse peine d'amour, puis t'as été 7 ans avec Mariana, puis sauf que la façon dont ça finit, des fois, c'est plus graduel. Ben oui. Bref, fait que c'est pas tout le temps proportionnel. Non. 2 ans,
Ce gars-là, me semble, était dans le milieu aussi. Oui, travaillait dans un théâtre, Ouais, c'est ça. tu sais, orbitait, faisait de la musique aussi pour le théâtre. Ouais. Fait que tu le rencontres via... Je le rencontre parce que il travaillait, il travaillait dans un théâtre où j'avais déjà joué, puis où j'allais souvent voir des shows. Puis en fait, je savais pas qu'il était gay, puis je le trouvais super beau. Puis je me rappelle qu'il s'en rappelle même pas. Je t'arrête 2 secondes. Parce que je veux, pas explorer, là, mais vu que t'es mon premier invité de la communauté LGBTQ+, tu dis, je savais pas qu'il était gay. Ouais. Moi, je me rappelle Xavier Dolan, que j'ai côtoyé un petit peu aussi par 4. Il y a une phrase que j'utilise encore. Il tripait sur un acteur. Il trouvait un acteur cute. Puis je dis, mais t'es-tu sûr qu'il est cute? T'es-tu sûr t'es-tu sûr qu'il... Cette question-là se pose des fois aussi. Hein? Non. T'es-tu sûr qu'il est gay? Puis il m'avait dit, gay, il est gay comme le premier jour du printemps. mais vous autres, quand, mettons, tu tripes sur un gars, mais t'as pas la certitude. Non. Tu sais, t'as bien des gars qui sont de plus en plus, disons, fluides, là, bisexuels ou avec une certaine ouverture. T'as des gars purement hétérosexuels. T'as des gars gays. T'as un coup de foudre, t'as un béguin pour un gars. Comment tu fais pour ça... tu sais, si t'as pas d'amis en commun puis t'as pas l'information, est-ce que t'oses, est-ce que tu risques de le flirter un peu, quitte à ce qu'ils te disent « Hey, excuse-moi, je suis pas intéressé parce que je suis pas au gars. » Il se passe comment? Ça dépend t'es qui, j'imagine. Moi, j'ai longtemps eu honte de cette affaire-là. Je voulais pas m'exposer à dire... oui, aussi, absolument. Mais même de cruiser quelqu'un sans savoir s'il est gay, tu sais. J'ai longtemps eu comme un malaise par rapport à ça. Puis un moment donné, j'ai juste fait « Hey, tu vas te faire rejeter pour plein de raisons dans la vie. » Puis je pense honnêtement qu'un gars hétéro à qui t'as fait une approche puis qui dit « Désolé, je suis pas gay », c'est juste flatteur. Oui, c'est ça. Si de répondre ça, là, c'est vrai le rejet le moins violent que tu vas recevoir dans la vie. Dans le sens, le gars ne peut pas être intéressé par toi. C'est pas comme si, hey, je suis gay, mais tu m'intéresses zéro. C'est pire, ça. Je te trouve dégueulasse. C'est bien pire. Je comprends. Fait un moment donné, j'ai fait, quand j'étais célibataire, peu de temps avant de rencontrer ce gars-là, un moment donné, j'ai fait fuck off. Je vais faire des approches, puis le monde me dira non. Puis mettre des trucs, là. Peut-être que c'est un petit peu trop élevé, mais une fois au restaurant, je me rappelle, je devais avoir genre 22 ans. Mon Dieu, que j'avais du front tout dans la tête. Mais il y a un gars que je trouve cute à l'autre table. J'envoie un verre. Il me dit bonjour. Il vient me voir. Il est comme, excuse, tu m'as envoyé un verre. Je fais, oui, je te trouve cute, honnêtement. Il est comme, excuse, je suis en date avec une fille. Je fais, c'est bien correct, man. Good for you. Fait que rembourse-moi mon... Même pas. Non, après ça, en plus, j'ai enjolivé sa date parce que là, il y a une bonne anecdote à raconter à la fille avec qui il est. Puis, clairement, il était pas mal à l'aise. Il a trouvé ça drôle. Il a eu un verre gratuit. Puis, il m'a pas cassé à gueule. Après, il y a toujours l'inquiétude de est-ce que tu fais ça à quelqu'un. Bon, à Montréal, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui arriverait, je crois, là, mais il y a l'inquiétude de est-ce que tu fais un move sur quelqu'un d'homophobe qui pourrait être violent. Moi, ça m'est jamais arrivé. Dieu merci. Justement, je veux te poser ça parce que moi, tu dis ça arrive plus à Montréal aujourd'hui. Mais ça arrive encore, malheureusement. Marc-Antoine, je pense, j'ai-tu le bon nom? Oui. L'ami. Moi, dans Charlevoix. Je le connais pas, ce gars-là, mais j'avais lu ça dans les journaux, qui est un ami de Kat Brunet. Kat, qui est la pierre angulaire là, de cet épisode-là, du moins. Qui s'était fait, je pense, tabasser. Dans Charlevoix. Pas en 1983. Non, ça, je crois que c'était en 2017, un truc de même. C'est ça. Puis, encore plus récemment, il y a quelques semaines, à Sherbrooke, dans la même nuit, il y a 2 gars qui s'en allaient à des genres de date grinder, j'imagine, donner rendez-vous à quelqu'un dans le but de fourrer, je présume. Puis finalement, arrive là, et c'est pas un gars, c'est 3 gars. J'ai lu l'article. Tabasse. J'ai lu l'article. La personne s'est arrivée. Donc, ce groupe-là aurait tabassé 2 personnes la même nuit à Sherbrooke en 2024. Ça, c'est fou. Est-ce que toi, tu dis en Montréal 2024, j'ai pas peur de cruiser un gars parce que... est-ce que toi, dans ta vie, tu fais de la tournée, tu vas avec des amis, tu vas à Charlevoix, peu importe, tu vas à un festival, tu vas au ta vie, je sais que tu bouges. Est-ce que tu ressens encore de l'homophobie? Et si oui, de quelle façon? Non, pas vraiment, mais je pense pas que je suis représentatif. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles... vraiment... Peut-être que je l'ignore. C'est pas vrai, j'en ai vécu, là. Ça m'est arrivé de me faire traiter de tapette parce que j'ai mis la main dans le dos de mon chum dans la rue. Ça m'est arrivé de me faire suivre. Récemment? Non, on parle d'il y a 10 ans. Okay. Mais globalement, dans ma vie de tous les jours, je te dirais non. Puis j'ai pas peur de donner un bec à mon chum quand on se rejoint dans la rue ou quand on se sépare.
Mais je pense que je suis très privilégié parce que je coche beaucoup de cases qui font de moi un homosexuel acceptable. Lesquels? Parce que je suis relativement masculin, parce que je ne suis pas une personne relativement flamboyante, même dans comment je m'habille, je suis une personne qui est relativement sobre, parce que on se fera pas de cachette. T'es un beau gars. Merci. Non, mais dans le sens, je pense pas que je suis celui qui t'apprend ça. Dans le bac à face, t'as une pige hâtive. Est-ce que ça peut jouer? Sûrement que ça doit aider aussi. Ouais. Ouais. Dans le sens, un homme gay, puis je dis un homme, là, ça peut être, mais un homme gay qui... Tu parles d'efféminé, tu parles d'exubérant, tout ça, qui est peut-être pas... qui est peut-être plus, comment dire ça, repoussant. Ouais. Est-ce que ça peut amplifier... Sûrement. Ben, tu sais, je pense que quand une personne est vulnérable à cause d'une raison, soit parce que, mettons, whatever, c'est une femme, c'est une minorité, etc., ben, si tu ajoutes... L'intersectionnalité, c'est ça. C'est si tu ajoutes plein de vulnérabilités, ben c'est sûr que cette personne va recevoir plus de violence, va être exposée à plus de violence. Fait que je pense que oui, tu sais, je pense que le fait que moi, je sois pas vraiment victime ni témoin tant que ça d'homophobie dans mon quotidien, je pense pas que ça veut dire qu'il y en a pas. Puis ça, malheureusement, des fois, je l'observe, du monde qui sont comme je ne vis pas d'homophobie, donc il n'y en a pas. Je pense qu'on est dans une place génial pour être gay dans le monde, là, pour vrai, mais je pense pas que ça veut dire que c'est parfait, puis je pense qu'il faut pas se mettre la tête dans le sable. L'an dernier, il y avait une école, je crois que c'est à Les Cèdres, si je me rappelle bien, dans le sud-ouest là, de la banlieue de Montréal, où il y avait pendant la journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie, il y a une gang de jeunes qui ont arraché le drapeau de la fierté puis qui l'ont piétiné, puis ça a été enregistré, mis sur TikTok, puis il y avait des dizaines de jeunes autour qui encourageaient ça puis qui hurlaient. Puis tu sais, tu fais, bon, personne n'a été blessé cette journée-là, c'est pas la fin du monde, mais moi, j'allais au secondaire à Plessisville des années 2000, là, de 2000 à 2005, puis je pense pas que quelqu'un aurait eu les couilles de faire ça. Puis je pense que si quelqu'un avait fait ça, il se serait plus fait huer qu'encourager. Puis on parle de il y a 20 ans en région. Fait que l'affaire de genre le monde en région sont arriérés puis sont colons, ben moi je l'ai moins vécu, tu sais. Je veux dire, moi, à partir du moment où je fais mon coming out au secondaire, je suis devenu cool. Parce que j'avais plus rien à cacher, j'étais super à l'aise avec moi-même, j'étais bien, j'avais plus de failles. Le monde, tu sais, mettons, le monde me traitait de tapette, puis j'étais comme oui. Et c'est comme il peut plus rien faire. Fait que cette affaire-là de, tu sais, moi je la vois. C'est drôle parce que j'ai entendu c'est drôle le podcast des Denis Drolet, Rince Crème, puis il recevait Just to Buy My Love, qui est gay, puis il dit que des fois il se fait encore insulter. Hey, tu suces des graines, puis il dit ben oui. Mais tu me dis rien qui m'insulte. Ben oui, regarde. Dis-moi quelque chose qui me surprend. Tu sais. Ben oui. Mais toi, t'es confiant, tu l'acceptes bien. Mais bref, je pense que ça... Parce que justement, là, tu parlais des faits divers, tout ça, récemment. On revient à ce gars-là. Ouais, okay. Tu le sais pas s'il est gay, s'il est straight. Puis, finalement, dans une soirée de financement pour une compagnie de théâtre, il y a un party. Puis là, je vois ce gars-là. Puis je suis comme, oh shit, c'est le beau gars qui travaille à Licorne. Puis finalement, il y a un gars avec qui je travaillais à ce moment-là qui me disait, oui, ben c'est mon coloc. Puis je suis comme, ah ouais. Puis je suis comme, Christy, je le trouve tellement beau. Puis il est comme, ah, mais il est gay, tu savais-tu? Puis je suis comme, what? J'étais voir ce gars-là. Puis j'ai acheté 2 vodka pickle. J'étais allé voir, je fais salut, je viens de voir que t'es gay, je suis vraiment content, je peux-tu te payer un verre? Ça a marché, de toute évidence. Une approche assez directe. Ouais. Mais non, ça a marché. Finalement, on a commencé à se fréquenter. Puis, dès ce soir-là? Ben, dans le sens, oui. Ce soir-là, il y a eu de la... Il y a eu de l'action. Okay. Il y a eu de l'action. Je m'excuse au chauffeur de taxi qui nous a ramenés chez lui ce soir-là. Chauffeur de taxi qui n'était pas homophobe. Qui n'était pas homophobe, de toute évidence, mais que, honnêtement, il aurait peut-être eu un petit peu d'homophobie justifiée dans ce taxi-là, parce qu'il aurait pu juste nous dire de nous asseoir un petit peu puis d'arrêter de nous taponner. Ben, pas homophobie, mais mettons grossière indécence. Oui, c'est ça. Regarde, calmez-vous, les gars, là, tu sais. Mais... Donc, ça pour dire que, ben oui, on a commencé à se voir, puis il y a du monde de même. C'est fou à quel point tu peux fréquenter quelqu'un pendant 3 mois, puis être comme, oh, je sais pas, je pense que oui, on s'entend bien, c'est le fun. Puis il y a du monde que tu rencontres, puis t'es comme, fuck, je suis dans la merde. Puis je le savais que j'étais dans la merde le matin que je suis parti de chez eux. Ah ouais? Ouais, je savais que j'étais dans la merde. Coup de foot. Ouais. Je sais que ce gars-là, va me retenir à 4 mains de dire que je l'aime très rapidement. Coup de foudre que tu avais vécu souvent dans ta vie? Non.
Pas mal une des seules fois, mettons, aussi rapidement, aussi violemment. Okay. Ce qui fait que c'est weird parce que ça vient avec un genre de immédiatement une insécurité, tu sais, où t'es comme, mon Dieu, suis-je à la hauteur? Pourquoi? Fait qu'il y a, tu sais, il y a plein d'affaires là-dedans aussi, tu sais, t'es jeune, tu manques de confiance, mais c'est bizarre parce que dès que je suis tombé amoureux de ce gars-là, c'est venu avec une peur d'être inadéquat, une peur de ne pas être assez, une peur de ne pas plaire, tu sais. Ce qui est peut-être la preuve, finalement, que j'étais très amoureux. Là, mais... Parce que tu es amoureux ou Ouais. parce qu'il y a aussi des partenaires qui nous font sentir moins confiants? C'est-tu parce que lui, de son côté, tu sens qu'il est un peu plus... Es-tu all-in lui aussi? Ou tu Je pense pas qu'il était. Non, c'est ça, effectivement. Je pense qu'il y a une affaire dans la dynamique aussi qui me rendait peut-être insécure par rapport à ça. Tu sais. Ouais. Ce qui fait que dans toute cette relation-là, moi, j'ai senti que j'étais. Ben, tu sais, il y a souvent cette dynamique-là, mais mon observation avec les années, c'est que des fois, les rôles s'inversent. Là, mais dans cette relation-là, j'étais la personne qui poursuit et lui était la personne qui était pourchassée. Okay. Puis cette dynamique-là n'a pas changé jusqu'à la fin. Puis c'est dommage parce que c'est très fragilisant. Tu sais, c'est dur sur l'ego, je pense. Puis... Est-ce que tu crois que les relations, ça se peut que ça soit pas la dynamique dont tu parles? Ben moi, je suis dans une relation depuis 7 ans maintenant. Puis qu'il n'y a pas de je pourchasse. sens pas qu'on est là-dedans. C'est égal. Ouais. Okay. Tu sais, après ça, c'est des vagues dans le sens, il y a des fois où quelqu'un est plus investi, l'autre l'est moins. Il y a des fois où on est sur la même longueur d'onde, d'autres fois où on ne l'est pas. Mais je ne sais pas si c'est l'âge ou si c'est juste la nature de cette relation qui fait ça, mais ça c'est pas ça que j'ai actuellement. Puis je trouve ça tellement plus sain et tellement plus facile à vivre au quotidien parce que c'est épuisant, mettons, ces grandes émotions-là. Ouais. C'est cool, là. Mais c'est épuisant. Ben, c'est pas, moi, je pense que c'est pas viable à long terme. Non. Quand c'est pas, quand tu sens qu'un des deux. Je suis d'accord avec toi qu'il y a des phases. Mm-hmm. Puis même Tammy Verge, qui n'est pas venue au podcast, mais je jasais avec elle récemment, puis elle me disait, tu sais, moi, avec Antoine, j'ai eu des phases que c'est plus moi qui est follement amoureuse, puis là, c'est un petit peu plus distant. Des fois, ça bouge un peu. Des fois, c'est juste égal. Mais je pense que ça peut pas être à long terme juste une dynamique parce que tu te sens dévalorisé. Et même, je pense que la personne qui... moi, j'ai déjà été dans une dynamique où peut-être je me sentais être la personne qui était glorifiée, qui était mise sur un piédestal. Ça peut devenir lassant aussi un moment donné. T'es comme, voyons, pourquoi est-ce que j'ai l'impression que cette personne-là me voit pas tel que je suis, voit pas mes défauts? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que cette personne-là est pas capable d'avoir un rapport d'égal à égal avec moi? J'ai l'impression que j'ai pratiquement l'impression d'avoir un serviteur plus qu'un chum, tu sais. Ouais. Fait que je comprends aussi que c'est lassant. Est-ce que ça turn off? Tu sais, le petit slogan, là, je te suis, moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Est-ce que tu crois que si la personne change un peu de façon volontaire ou involontaire, change un peu cette façon d'aimer-là, que toi, ça peut jouer sur toi de « Ah, tabarouette, je suis en train de pas perdre, mais je suis en train de perdre un peu du pouvoir dans la relation? » Ben, j'aime pas dire que oui, mais je pense que oui, malheureusement. Je pense que ces dynamiques-là... Je sais pas d'où elles viennent. Est-ce qu'on est tous faits de même ou c'est culturel? Je le sais pas, mais je l'ai observé beaucoup. Puis moi, ça a déjà marché avec moi. J'ai déjà choqué et essayé de retourner vers quelqu'un parce que je sentais qu'elle s'éloignait. Je comprends. Fait que malheureusement, je pense que c'est vrai, mais ça veut pas dire que toutes les relations ont à être comme ça. Parce que, comme je te disais, actuellement, mon chum et moi, c'est pas ça. C'est pas ça notre relation. Puis je trouve ça tellement mieux. Tellement plus sain de pas stresser là-dessus, tu sais. Je comprends. Fait que c'est tough. Ce gars-là, ouais. Malgré le fait que c'est un peu inégal, puis que toi, c'est drainant, tu vis quand même des belles affaires avec. Oui, mais c'est quelqu'un que j'adore, qui m'ouvre sur beaucoup de choses, qui est très cultivé, avec qui je m'entends bien socialement. C'est important quand même, là, socialement aussi, nos cercles se mergent bien. Je pense que c'est quelqu'un qui m'ouvre intellectuellement aussi, que, tu sais, je me voyais, c'était la première fois que je me projetais aussi facilement et aussi rapidement avec quelqu'un dans l'avenir, tu sais. Puis c'était vraiment j'ai vraiment eu du fun. Puis ça, c'était comme... c'était un truc que je trouvais cool, de trouver quelqu'un avec qui tu es capable d'avoir des projets, de t'amuser, puis de...
Ouais, juste que les choses se fassent, tu sais. C'est... Puis bon, tu sais, évidemment, il y a l'attirance physique. Là. Genre, je le trouvais magnifique, je le trouvais très, très, très beau. Qui ajoutait aussi, je pense, à mon niveau de fragilité parce que c'est vraiment bizarre. Parce que je sentais que c'était pas autant réciproque? Non, c'est pas tant ça, autant que c'est super malsain. Mais il y a toujours une question de... Je sais pas si c'est parce que je suis gay, justement, puis que là, c'est des gars, puis qu'on a tendance à comparer le monde du même genre. Mais je me disais, est-ce que il est plus beau que moi? Et donc, est-ce qu'il a le haut du pavé? Est-ce que le monde nous voit marcher dans la rue puis se disent « Hey, c'est lui le beau gars dans le couple. » Ce qui est une affaire complètement niaiseuse, là. Je suis d'accord. Mais j'avais ces pensées-là, tu sais, ce qui montre que j'étais quand même dans un rapport probablement de manque de confiance, je pense, dans cette relation-là. Mais c'est fou parce que, puis là, peut-être que ce gars-là va regarder le podcast. Puis mon Dieu, j'espère qu'il ne regardera pas. Je vais pas avoir l'air de parler en mal de lui, mais puis là, je dis pas ça pour te flatter, mais comment dire ça? T'étais un plus beau gars que lui. Mais sais-tu ce qui est débile? C'est que tu le sais pas. Puis une affaire qui est folle avec, je crois, je sais pas si on peut dire l'amour, mais en tout cas le désir pour quelqu'un, puis le désir d'approbation de quelqu'un, c'est que si tu te sens pas assez beau pour une personne, tu te sens pas beau tout court. Puis ça, c'est fou pareil. Puis c'est comment... puis moi, tu sais, à ce jour, je comprends pas pourquoi je me suis senti comme ça, mais il y avait ce rapport-là, tu sais, où tu veux tellement avoir l'approbation d'une personne que si tu l'as pas, ben c'est une vérité absolue. Et donc, tu es laid. Ça mine toute ta perception de toi-même. Ouais. En 2 ans, j'imagine que vous avez le temps de franchir une couple d'étapes importantes comme tu rencontres sa famille, il rencontre la tienne, peut-être voyager ensemble. C'est quand dans la relation, parce que 2 ans, c'est pas si long, c'est quand tu commences à sentir que c'est en déclin. Est-ce que tu le vois venir ou... Je l'ai pas vu beaucoup venir. Il y a eu un moment, pas longtemps avant la rupture, là, la rupture est arrivée au mois de mai, puis je me rappelle que... en fait, à chaque fois que je revenais de voyage puis que je n'étais pas avec lui, il y avait quelque chose qui était bizarre, ça, je le sentais. Puis à un moment donné, je viens de penser, j'ai l'impression qu'il est mieux quand je suis pas là, tu sais. Puis je me rappelle qu'il a déjà failli me laisser une première fois. Ça faisait 1 an qu'on était ensemble, puis je suis revenu de voyage, puis j'ai fait « Hey, c'est drôle, j'ai l'impression que t'es pas content de me revoir. » Puis il avait juste répondu « Oui. » Puis j'ai fait « OK. » Puis on avait comme pris un petit 24 heures juste de « Wow. » Il était revenu 24 heures plus tard, il a fait « Hey, je m'excuse, je sais pas ce que j'ai dit, je t'aime, je veux être avec toi. » Je suis comme « Parfait, super. » Puis ça s'est comme reproduit 1 an après, puis j'ai fait « OK, il y a quelque chose qui marche pas, puis qui va pas... qui va pas. » Mais j'avais l'impression que si je le nommais, j'allais accélérer. Ouais. Fait que c'est comme maudit. Mais tu peux pas vivre avec ça. Non, mais tu vis que le genre d'épée de Damoclès. Oui, c'est ça. Puis je te dirais que ça a duré à peu près 1 mois. Je suis revenu de voyage, j'étais allé à Portland au mois d'avril, je me rappelle, tout seul. Juste petit voyage tout seul parce que j'avais des billets pas chers, puis j'avais du fun, puis j'étais content, tu sais. Puis je reviens, puis je le vois, puis je sens qu'il aurait probablement aimé mieux que je reste en voyage. Puis là, ça reste, tu sais, c'est tellement difficile à dire parce que c'est comme un langage secret, tu sais, quand tu es en couple avec quelqu'un, tu finis par comprendre ses humeurs, puis comprendre quand la personne a besoin d'espace, puis comprendre quand la personne te dit pas la vérité, pas qu'elle te ment, mais qu'elle démontre peut-être pas un enthousiasme qui est sincère ou elle fait pas la chose d'une manière qui est sentie. Là, je fais il y a quelque chose qui se passe, puis le truc est en train de s'effondrer tranquillement. Puis là, ça reste de même. Et quelques semaines plus tard, on doit faire un voyage avec des amis, un couple d'amis. On part un week-end sur une île. On a trouvé un super beau Airbnb, c'est moi qui l'ai trouvé. Une des îles de Boucherville? Non, plus loin que ça, mais quoi que ça aurait pu s'arrêter plus... En fait, ça aurait été crissement pratique que ça se passe aux îles de Boucherville, ça m'aurait réglé un maudit problème. Parce qu'on s'en va donc une île au large de Portland, dans le Maine. Fait que c'est vraiment beau, faut se rendre là, prendre le traversier, puis il y a même pas de char sur l'île, c'est genre c'est des cartes de golf, on a loin un Airbnb, c'est cute. C'est vraiment cute. Puis... C'est quoi le nom de l'île? Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont écouter ça. Ben oui, allez-y. Je vais aller là. Long Island, Maine. C'est super beau, pour vrai, là, c'est vraiment malade. Puis, tu sais, on arrive là, puis genre, ils nous ont sorti des homards dans un bucket. Puis là, tu sais, c'est cool. Puis, je suis assis sur la plage
Puis on regarde notre couple d'amis qui déconnent, qui lancent des roches sur la plage, qui sont... puis je suis comme, eux autres sont vraiment amoureux, tu sais. Puis je regarde mon chum, puis là, je fais, qu'est-ce qui se passe? Puis là, il dit, je sais pas. Puis je fais, t'es-tu en train de penser à me laisser? Esti de cave! Pourquoi j'ai dit ça? Et là... mon chum se lève, il a le souffle coupé et il fait juste s'éloigner. Et là, je suis comme, oh shit, je viens de mettre la machine en marche. Là. Je viens de mettre la machine en marche. Je viens d'allumer la mèche. That's it. Et là, ça, je te dis, c'est le premier soir. C'est là, 4 jours. C'est là que tu vas être à Boucherville. Ah, Seigneur Jésus. Fait que là, je suis comme, OK, parfait. Là, nos amis sont en train de déconner sur la plage. On s'éloigne un peu. Essaie de trouver un spot juste tranquille pour être comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, finalement, on n'arrive pas vraiment à une fin de conclusion de rien. T'es comment, toi, dans ces moments-là? Le gars que je connais, t'es ouvert, t'es transparent, t'es prêt de tes émotions. Dans ces moments-là, t'es comment? Est-ce que t'es... comment dire ça? Moi, là, quand j'encaisse les chocs, j'ai plus tendance à mettre ça dans un tiroir, puis je veux acheter la paix, puis j'ai pas envie de vivre. Tu sais, mettons, je me mets dans ta situation. Je suis dans un voyage féerique pour 4 jours. Ça va être de la marde, mais je pense que j'ai envie de mettre la marde dans un tiroir. Ouais. Puis quand on arrive à Montréal, on règle ça. Ben, je te dis que je suis entre les deux, c'est-à-dire que là, dans l'immédiat, là, j'ai tellement une poussée de fucking lave qui me sort du corps que je suis pas capable de rien faire. Puis là, je suis juste comme, OK, là, parle-moi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Puis mais on a un coin à part. Fait que j'ai réussi à faire ça discrètement. Et là, éventuellement, je sais pas comment on arrive à clore la conversation, mais on revient au chalet. Nos amis sont là, on fait le souper, tout va bien. Le lendemain, on va à la plage, on fait des affaires, on fait de la bouffe, tout le monde rit. Puis on réussit à ce que rien paraisse. Je ne sais pas comment on fait. On réussit à ce que rien paraisse. Puis il y a juste quand on est sur la route du retour, c'est moi qui conduis. Puis je me rappelle que je pense que c'est mon chum qui met la vallée des réputations. Puis là, je tiens le volant dans mes mains. Puis je suis comme, je suis désolé, je peux pas entendre, mettons, je suis parti et pas brailler tabarnak. Sauf que là, j'ai du monde dans le char. Fait que je suis juste comme au volant, je respire et je pleure. Je pleure tout le long, je pleure. Mais je fais pas un bruit. Fait que je pense que personne ne le remarque. Mais c'est genre une affaire là, de... Tu sais, c'était physiquement tellement exigeant de contenir cette affaire-là, surtout que je suis une personne relativement explosive et transparente. Là. Je vais te dire, chez Kat Brunet, 3 mois après, c'est pas à ces pleurs-là que j'ai eu accès. Non! Oh mon Dieu, Seigneur. Mais là, excuse-moi, bref, fait que là, vous revenez. On revient. Et là, l'affaire la plus weird, c'est qu'on va déposer nos amis chez eux. Puis là, je me rappelle, je suis dans le char, puis je suis comme, bon, si je tourne à gauche, je peux aller le déposer chez eux. Puis je vais juste comme bien... Parce qu'on n'a pas eu de réelle conversation sur si tu finis, whatever. C'est comme un maudit gros flou. Puis je suis comme, OK, je vais juste tourner à gauche, puis je vais aller le porter chez eux, puis je vais rentrer chez nous, puis après ça, ça va être fini. Puis je tourne à droite, puis je rentre chez nous, puis on écoute le hockey, puis on se couche, puis on n'en reparle pas. C'est tellement bizarre, pour vrai. Je me rappelle que... Je pense que j'invente... Je sais pas si j'invente. Il me semble que c'était une série Bruins canadien parce que je me rappelle que j'ai écouté Bruins canadien. Mais je me rappelle que genre c'est l'affaire la plus niaiseuse au monde. On vient d'avoir un week-end où on est basically en train de se laisser. On rentre chez nous, on se couche et on n'en reparle pas. Puis finalement, on s'est comme il est reparti. Puis on a eu une vraie conversation genre 3 jours plus tard. Et là, ça a été la vraie patente de on déballe le truc. En gros, je t'aime plus. Puis moi qui braille comme un os. En fait, une affaire intéressante, c'est que j'en ai pas parlé à personne de ce qui est arrivé à ce week-end-là. Okay. À mon retour, il y a eu un 3 jours de battement où j'ai rien dit. Tu vois, même 4, j'en ai pas parlé. Personne. Le monde à qui je disais tout, je leur disais rien parce que pour moi, c'était comme si je dis pas que c'est arrivé, ça existe pas encore. Je comprends. C'est comme si j'étais encore avec l'épée de Damoclès que j'avais depuis un mois et comme pas réglé, même si pourtant l'abcès est crissement en train d'être crevé. Puis finalement, arrive, je pense que c'est le jeudi. Là, on a la vraie conversation. Puis là, je suis le hot mess que tu as vu. Je me fais comme... Je suis pas capable de me lever. Je me rappelle, j'étais assis, j'étais physiquement... Je hurlais, je pleurais. J'étais pas capable de me lever. À un moment donné, il a juste fini par partir. Et là, j'ai écrit à Kat, je fais « T'es où? » Comme j'allais prendre un verre ça s'appelle Les Enfants du Rock maintenant, Calice. Sur Mont-Royal. Ouais. Christy, là, on était tout le temps là. C'était, ouais, tabarouette, c'est...
Le Edgar? Non, pas l'Edgar. Plus vers l'est. Mais en tout cas, si je le retrouve, je te le dirai. Là. Mais bref, je me rends là. Puis je me rappelle juste que je me suis arraché la gueule pendant plusieurs jours. Ah ouais? Ah ouais, j'ai juste bu. Puis cet été-là, je jouais au théâtre. Puis c'était comme, pour vrai, là, on finissait les shows et c'était 4 pintes après chaque show. Qui est pas nécessairement la bonne façon, mais qui gèle. Ouais. Qui gèle artificiellement. Ouais, toi, rafale de questions. Parce que Vas-y. là, moi, je t'ai vu 3 mois après encore bien mollo. Mais t'es quelqu'un qui, je crois, qui a de la facilité peut-être à se pogner des gars. Oui. Peut-être pas tomber en relation amoureuse, mais juste, disons, avoir de la sexualité, avoir un... C'est la première fois que j'affirme ça Non, mais dans en le sens- ondes, mais oui, absolument. Je pense que t'as un pouvoir de séduction assez facile. Ouais. Est-ce que tu profites de ça? Est-ce que t'es pas capable parce que t'es tellement... t'as lui en tête, fait que t'es pas capable de te réouvrir même au niveau physique? Non, j'ai tellement fourré, là. Non, mais réaction immédiate, c'est j'ai besoin de validation. Mais est-ce que ça te rend bien ou ça amplifie la... Parce que ça te fait comparer avec lui? Lui, j'étais mieux, lui, je l'aimais plus. Ouais, lui. c'était tout le temps ça. Okay. La plupart des gars, c'est comme vraiment dommage parce que je rencontrais des gars qui probablement pouvaient être valides, être intéressants, mais puis tu sais, oui, j'allais fourrer avec, mettons, ou Frencher avec, à la limite, là, je rencontre. Puis, mais j'étais là comme, ah ouais, mais c'est moins intéressant, c'est moins bon que mon ex. Mais j'allais chercher une certaine validation, ça faisait du bien. Mais tu sais, honnêtement, c'est fou parce que ces 3 mois-là, mettons, cet été-là, pour moi, c'était un peu un blur. Je me rappelle que j'ai rencontré du monde. Je me rappelle que j'ai beaucoup fait le party. Je me rappelle que je jouais dans un show. Je me rappelle du show. Je me rappelle que je prenais des verres après. Mais pour moi, c'était un peu un blur. Je me rappelle que j'avais des dates des fois qui venaient voir le show parce que je trouvais que ça faisait bien. Christy vient me voir jouer. Je joue au TNM, lol. Mais c'était un peu un... Ouais, c'est comme un maudit gros magma. C'est très, très flou pour moi, cette période-là, parce que j'étais tellement... Puis mes amis ont été débiles. Pour vrai, là, ils ont comme... Tout le monde était extrêmement patient, m'accompagnait, me soutenait. Fait que là-dessus, tu sais, j'ai eu les meilleures conditions possibles pour traiter cette peine d'amour-là. C'est quoi ton réseau, ton cercle d'amis? Parce que, tu sais, on a plein de connaissances. Tu sais, avec le métier qu'on fait, toi particulièrement, tout le temps des nouveaux projets, le théâtre, tout. T'as combien de vrais bons amis chers à tes yeux? Tu sais, on a plein d'amitiés... en orbite, là, tu sais. Mais t'as combien de gens dans ta vie sur qui tu peux compter dans ces moments-là? Quelqu'un que je peux appeler, là, mettons... 4h12 du matin, t'as pas peur de réveiller, tu fais comme... Je dirais 6 personnes. Okay. Un noyau de 6 personnes que je sais que c'est absolument certain que je peux tout leur demander, puis à qui je donnerais tout aussi. Puis en dehors de ça aussi, beaucoup de gens, peut-être que je dérangerais pas à cette heure-là, mais qui ont été et qui sont des personnes extrêmement généreuses ou que j'aime beaucoup, puis dont je me sens très proche. Il y en a beaucoup après ça dans l'entourage encore plus. Okay. Je suis quand même chanceux, je suis une personne bien entourée, puis je pense que c'est pour ça que c'est comme j'ai réussi à passer à travers. Puis en même temps, une partie de moi qui est comme, mon Dieu, j'ai utilisé mes cartes d'entraide individuelles et collectives cet été-là. Là. Je comprends. Maintenant, tu fais, Chris, que j'ai hâte que mes amis aient besoin d'aide parce que je leur en dois une en hostie. Ouais. Pour toi, regagner ces cartes-là. Oui, puis c'est drôle, puis c'est pas... j'ai ces réflexions-là, genre maintenant, là, plusieurs années plus tard, où je suis comme, Chris, j'ai tellement dû être lourd. J'ai dû être insupportable. Mais bon, ils sont encore amis avec moi, fait que ça devait être correct, là, mais... Tu sais, non sans quelques blagues à gauche, à droite. Là. Quand j'ai dit à Kat que je m'en venais au podcast, elle a fait « Ah ouais, pour parler de quelle peine d'amour? » Parce qu'évidemment, il y en a une, et c'est The Big One, et c'est ça, c'était évident. Tu sais. Est-ce que tu as des regrets par rapport à cette relation-là? Est-ce que... Là, je veux pas te faire dire des choses que tu veux pas dire ou tout ça. Est-ce qu'il y a des choses que tu sens que... Parce qu'en fait, je trouve que quand... C'est vrai dans tous les aspects de la vie, mais encore plus en relation amoureuse. Si des fois, tu n'as rien à te reprocher, c'est plus facile d'encaisser le choc parce que tu te dis, ben, gars, moi, j'étais dédié. Moi, j'étais amoureux. Moi, j'étais tout là. J'étais présent. J'étais attentionné. Peu importe. J'étais droit. Fait que c'est fini, c'est fini. Je trouve que c'est plus dur quand tu te regardes dans le miroir puis tu fais comme ah ça par contre peut-être que j'ai été trop impatient ou peu importe quel aspect de ta vie.
est-ce qu'il y a des choses que tu as... As-tu des regrets par rapport à toi, comment tu étais dans cette relation-là? Oui. Les principaux, c'est pas par rapport à des gestes que j'ai commis, autant que mon attitude dans cette relation-là, mais je sais pas comment j'aurais pu la changer avec le bagage que j'avais à l'époque. Je sais pas comment j'aurais pu être plus confiant. Puis je pense que j'ai peut-être chassé ce gars-là parce que j'ai manqué de confiance, mais je pense pas que c'est quelque chose qui se réglerait. Parce que si je retournais là, à ce moment-là, avec le bagage que j'avais, je pense pas que j'aurais pu agir autrement. C'était tout ce que j'étais capable de faire, tu sais. Fait que Puis tu sais, c'est drôle parce que j'ai non plus pas de regrets par rapport à cette relation-là parce que maintenant, je suis heureux, tu sais. Puis je pense qu'il fallait que je passe par là pour être bien aujourd'hui. Puis ce que je trouve horrible, c'est que tous mes amis me disaient que j'allais dire ça éventuellement. Sauf qu'au moment où tu te fais dire ça, ça vaut rien. Exact. Puis tu sais, c'est pas que je voulais pas les croire, mais c'était impossible pour moi de me projeter quelques mois, quelques années en avant, puis de m'imaginer être heureux. Parce que pour moi, c'était tellement une tempête. Puis une tempête qui a duré longtemps aussi. Là. Ben, tu me dis 3 ans? Ouais, tu sais, c'est pas vrai parce qu'à la fin, à la 3e année, à un moment donné, c'était comme... J'étais fonctionnel, mais j'ai été non fonctionnel pendant longtemps. Là, je te parle de, tu sais, pendant 1 an, je ne sais pas pourquoi, mais quand j'embarquais dans mon char le matin et que j'allais travailler, je m'assoyais dans mon char et je partais à brailler tous les matins. Puis je pouvais pas croiser mon ex dans un endroit public sans spinner, mais je te parle de, tu sais, 2 jours. Là. 2 jours de genre, je peux plus dormir, je pense juste à ça. Puis je pense à quoi? Au fait qu'il existe, qu'il a une existence. C'est pas... il n'a rien fait. Ouais. Il n'a jamais rien fait de pas correct après la relation envers moi, mais ça spinait. Puis tu sais, c'était comme des vagues. J'étais pas capable de penser à autre chose. J'avais de la misère à dormir. Je voulais me pendre, man. Je voulais tellement me pendre. Puis tu sais, ce qui est niaiseux, là. Oui, absolument, tu sais. Mais puis là, c'est assez gros, là, tu sais. Parce qu'on jase, moi, j'ai déjà dit en joke, qu'est-ce que je veux me suicider. Ben, pas en joke, mais dans le sens... L'exagération extrême, tu comprends? Ah non, moi, c'était vraiment premier degré. Là. Je voulais sincèrement me pendre. Je voulais mourir. Ah oui. Je voyais pas comment j'allais survivre à ça. Ce qui est tellement stupide. Quand j'y pense aujourd'hui, je suis comme, wow! Voir que je voulais me pendre à cause de ça, mais j'étais plus capable de vivre. Tu sais, j'étais tellement malheureux. Puis je te parle de, tu sais, quelqu'un de privilégié qui habite à Montréal, qui a de l'argent, qui a des amis, qui a une famille. Là. C'est stupide. Mais ça montre à quel point, quand t'es en dépression, tu penses pas logiquement. Là, ouais. Mais c'est fou quand même de me dire que ça m'a... Ça a duré... Ça dure longtemps. Là. Je te parle de 3 mois, 6 mois. Puis je me rappelle que quand ça faisait 1 an, je me rappelais de la date, crissement, puis de l'heure, puis de tout. Là, ouais. 1 an après, je me rappelle que j'étais comme « Ah, fuck, esti, j'en suis pas remis. » Puis... ça arrêtait comme pas. C'était comme si j'étais pris dans un cercle dont j'arrivais pas à me sortir. Puis j'entendais des histoires autour de moi de break-up 1000 fois pire que le mien et je ne comprenais pas pourquoi. Toi, tu spinais. Ouais. Puis j'étais une personne joyeuse dans la vie en plus. C'est ça le pire. Ouais. C'est que je me comprenais pas d'être aussi triste aussi longtemps. J'ai jamais été comme ça dans la vie. Moi, je suis pas une personne anxieuse. Je suis pas un naturel triste. Puis là, j'étais incapable de shake it off. Puis, tu sais, j'avais des mauvais comportements, je consommais beaucoup, mais j'avais aussi des très bons comportements. Je suis une personne très active physiquement, je faisais du sport, je consultais, j'ai vu une psy, j'ai pris des antidépresseurs. Je faisais beaucoup de choses, en tout cas, qui me semblaient être les choses à faire dans cette situation-là. Puis j'y arrivais pas. Puis après un bout, t'es comme, man, c'est quoi mon hostie de problème? J'ai toutes les pièces du casse-tête, j'arrive pas à l'assembler. C'est horrible. Puis tu vois cette personne-là, moi, en plus, je suis souvent dans une loge de compétition dans la vie. Puis là, je voyais mon ex qui avait une vie normale, peut-être commençait à fréquenter d'autres mondes. Je savais qu'il ne pensait pas à moi comme moi, je pensais à lui. Puis ça, je trouvais ça humiliant. Parce que, ben, tu vois, on vient avec la logique de comparaison que j'avais même pendant la relation, c'est-à-dire que lui réussit mieux que moi. Lui réussit notre break-up mieux que moi parce qu'il est passé à autre chose, moi, j'y arrive pas. Bien, ça, je pense, c'est normal. Moi, je l'ai vécu, puis je l'ai même dit, puis là, je veux arrêter de nommer Kat, mais, tu sais, moi, Kat, puis ça m'a fait ça aussi avec d'autres filles, mais moi, j'ai jamais souhaité du mal à aucune personne avec qui j'ai été. Jamais, dès le jour 1, j'ai mal, mais
je t'ai aimé, t'as été important dans ma vie, fait que je te souhaite du bien, tu sais. Mais oui, il y a de quoi qui fait mal de sentir que l'autre... En fait, à un moment donné, c'est que tu fais comme... Est-ce qu'on s'est aimé autant? Moi, j'étais encore en train de spinner dans ma merde, puis l'autre, sa vie rebondit. Ouais. Puis ça fait mal. Ah, c'est... Puis pas que tu souhaites du mal, mais le constat fait mal. Oui. Mais c'est que c'est drôle parce que ça finit par devenir une sorte de... Pas dire d'envie, mais il y a un sentiment d'injustice, en tout cas, où t'es comme, on a vécu la même chose, mais toi, ça n'a rien changé dans ta vie, finalement, puis moi, ça m'empêche de vivre. C'est tellement violent, tu sais. Puis en même temps, mais rétrospectivement, c'est ça que je trouve horrible. Le Jean-Philippe de 2014 m'entendrait puis il me défoncerait la face, mais je suis comme, je pense que je changerais rien aujourd'hui parce que je suis qui je suis à cause de ça, tu sais. Puis ça... Puis même, je me suis même haï là, récemment, j'ai repensé à ça. Est-ce que quand même, j'étais connecté avec mes émotions. À l'époque, hein, je savais comment je me sentais, puis mon Dieu que le canal était ouvert. Puis tu sais, ça, c'est clairement les effets du temps. Là. On finit par oublier que toute la marde qu'il y avait. Mais ouais, tu sais, il y avait malgré tout du bon là-dedans. C'est quand même incroyable. Mais je veux pas revivre ça d'une manière aussi intense. Est-ce que tu te sens plus outillé? Là, tu es en couple avec un gars, je pense, depuis une couple d'années. Oui, 7 ans. Bon. Ouais. On sait jamais. Je te souhaite que ça soit le partenaire le restant de tes jours, mais si c'est pas le cas, puis si, mettons, ça venait de lui, puis est-ce que tu te sens plus outillé en 2024 pour... Ah oui. Ouais? Ah oui, définitivement. Après ça, c'est facile à dire parce que je suis pas dans le macmo émotif, là, tu sais. Mais ouais, parce que je pense aussi qu'on a de la perspective. Tu sais, moi, au moment où c'est arrivé, j'avais 26 ans, ce qui est pas si jeune que ça. C'est jeune, mais c'est pas si jeune que ça. Mais je pense que je manquais de perspective, tu sais. Puis je pense que je le savais pas qu'on ne meurt pas d'amour. En tout cas, la plupart du monde ne meurt pas d'amour. Puis là, j'ose espérer que si ça me réarrivait, je serais capable de me dire « Hey, tu sais, c'est horrible, mais tu vas survivre. » Puis c'est ça l'affaire qui est, tu sais, c'est tellement illogique, mais je te jure que quand j'étais dedans, je me disais, c'est pas possible pour moi. Puis tu sais, aussi même, des fois, j'avais l'impression que le monde se disait que moi, j'étais un hostie de loser parce que lui avait dû me crisser là. Moi, là, dans la vie, je m'en sac-tu bien de qui couche avec qui puis de qui laisse qui, là. Puis c'est pas parce que quelqu'un s'est fait sacrer là que je pense que c'est quelqu'un qui a pas de mérite dans la vie. Juste comme, ah bon, leur situation de couple a changé. Bon, puis au pire, on va papoter parce que c'est intéressant puis c'est divertissant. Mais moi, j'étais rendu à un point où je m'imaginais que le monde avait regardé ça comme un match de boxe. Puis moi, j'étais l'hostie de loser. Puis il y avait un gagnant là-dedans, tu sais. Sans dire peut-être sur comment je voyais le couple à l'époque. Est-ce que tu es resté j'imagine à court terme, non? Tu n'es pas resté en contact avec ce gars-là? Est-ce que tu as recroisé ce gars-là? Est-ce que tu as renoué avec ce gars-là? Non, jamais. C'est drôle parce que dans les mois suivant notre séparation, il devait faire la musique sur un show que j'avais mis en scène. Puis j'ai fait, après quelques semaines, j'ai fait, hey, ça se pourra pas, on pourra pas travailler ensemble, c'est impossible. Puis au début, j'étais comme, je voulais tellement être normal. Puis j'étais comme, on va juste comme, tu sais, je vais rien changer, je vais juste pas y écrire. Puis là, un moment donné, juste de voir son nom popper sur Facebook, j'étais comme, ça me rend trop à l'envers, je vais l'unfriender. Fait que là, ça reste. Puis là, un moment donné, je voyais quand même son nom popper parce qu'un commentaire sur quelque chose que quelqu'un a publié. OK, non, il faut que je le bloque. Faut que je le bloque. Puis là, un moment donné, c'est un point où je pense que j'irai plus dans ce théâtre-là parce qu'il travaille là. Fait que puis je me bloquais, je faisais une crise d'angoisse si je savais qu'il pouvait être quelque part. J'allais pas à des parties où il y avait un risque infime de le croiser. Il y a une fois où je l'ai croisé dans un party pour un show que moi j'avais fait. Puis j'étais comme, pourquoi il est là? Puis je me rappelle que j'ai été... il y a une scène dans Haute Démolition qui ressemble à ça, en fait, où j'étais complètement arraché, puis je me suis mis à l'engueuler, puis à dire de décalisser parce qu'il n'y avait aucun rapport là, comme si j'étais le roi du monde, alors que c'est un party, il peut être là. Ouais. Je gérais vraiment... pas bien le contact avec. Puis, à un moment donné, j'ai juste fini par l'enlever de ma vie. J'imagine que je pourrais y parler aujourd'hui parce que là, je me sens guéri, mais ça a été... c'était pas possible pour moi de garder un contact. C'était trop violent. Tu dis « je me sens guéri ». Ouais. Il y en a qui disent qu'on n'est jamais guéri à 100%. Je te pose la question, ce gars-là, t'as peut-être clairement ta plus grosse peine d'amour, ton plus gros coup de foudre, t'es guéri à quoi? 100? 96?
En haut de 90, certains. 100, je pense que ce serait peut-être un peu prétentieux de ma part de dire ça parce qu'on n'est jamais parfait et on n'est jamais à l'abri de... moi, je pense que l'affaire qui me reste de ça, c'est les blessures d'orgueil. Je pense que c'est de me dire, y a-tu quelque chose que que tu une part de moi qui n'est pas assez bonne pour... Puis pas nécessairement juste lui, mais juste pour le monde en général. Mais une chose qui m'a beaucoup aidé à me guérir, étonnamment, c'est une couple d'années, j'écoutais la radio, j'étais dans le char, puis j'entends une entrevue à Radio-Canada avec une chercheuse qui s'appelle Michelle Lonergan, qui est une chercheuse en neurosciences, qui explique qu'elle est en train d'essayer d'appliquer un protocole de traitement pour le stress post-traumatique à des gens qui ont vécu ce qu'elle appelle une trahison amoureuse. Donc, souvent, soit de l'infidélité ou une rupture qui est arrivée sans avertissement. Puis, elle utilise un médicament qui s'appelle le propranolol, qui existe depuis super longtemps, qui est utilisé pour traiter l'hypertension. Puis, ils se sont rendus compte qu'il y a une propriété de ce médicament-là qui affecte la reconsolidation des souvenirs, la charge émotive qui est reliée aux souvenirs. Puis donc, elle cherche des sujets. Puis, l'étude est en cours. Fait que là, je suis comme... Fait que là, je trouve son nom, j'y écris. Puis, est-ce que vous cherchez encore du monde pour l'étude? Parce que je pense que je serais un bon candidat pour ça. J'aimerais s'essayer. Puis, ben Chris, ça marche. Puis finalement, j'ai essayé ce protocole-là de traitement qui est court. Là, ça dure. On remonte à quand, là, ça? Ça, c'est en 2017. C'est 3 ans plus tard. Ouais. Puis, donc, le protocole, c'est que tu prends le médicament, puis sous la supervision d'un psy pendant 1 heure, tu racontes le souvenir, ou dans mon cas, il était comme, t'es auteur, essayons de l'écrire, puis après ça, tu me le liras. Puis, évidemment, moi, c'était encore à vif, fait que j'écris la patente, je raconte, mais genre, je pars à brailler, j'étais un peu, puis ça fait 2 ans et demi, 3 ans, là, que fait que c'est encore un peu à vif, malgré tout, tu sais. Puis là, c'est 1 fois semaine. Et là, semaine d'après, tu refais la même chose. Tu prends le médicament, tu vas faire la séance où tu racontes le même souvenir. Médicament, excuse-moi, dont l'effet est instantané. Ça prend 1 demi-heure, oui. Et à court terme? C'est à très court terme, c'est 7 séances. Moi, à partir de la 4e ou 5e séance, je me suis mis à m'en crisser. C'est fou. C'est fou. Puis tu sais, je te dis pas que c'est parfait du jour au lendemain, tu ressens plus d'émotion, mais mettons, c'était comme s'il y avait un détachement. Un poids, là, qui avait été enlevé. Puis ça a été, pour moi, là, l'expérience la plus proche de la magie que j'ai vécue de ma vie. J'ai réécouté récemment mon film préféré, Du soleil plein la tête, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. C'est un peu ça, mais... C'est vraiment semblable, oui. T'effaces pas le souvenir, cela dit, mais t'effaces la charge émotive qui est reliée au souvenir. OK, je pose pas ça tout le temps, mais je vais te la poser, vu que tu es un artiste que j'apprécie énormément. L'artiste, là, tu sais. Ben, lui-même aussi, mais c'est quoi l'œuvre... Moi, mon film préféré, c'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind. C'est quoi ton œuvre? Ça peut être de la musique, ça peut être un album, ça peut être un film, une pièce de théâtre, que tu trouves la plus belle dans ce département-là. Mais tu m'as scoopé. Moi aussi, c'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Je te jure. Okay. Je te jure. Puis la raison pour laquelle, quand j'ai entendu cette histoire-là de la thérapie sur la réconciliation des souvenirs, la raison pour laquelle ça m'a autant happé, c'est que moi, ce film-là, je l'ai écouté, j'avais 16 ans, puis je rêvais d'être amoureux, puis j'avais pas connu ça. Puis quand j'ai eu à me remettre d'une peine d'amour, je me suis dit, si seulement... Moi, j'aurais été le premier client à la clinique Lacuna Inc. Je serais allé, puis j'aurais dit oui, effacer mon ex de ma mémoire. Ce qui est pas... C'est ironique parce qu'en fait, c'est pas la bonne... Le film nous le montre, c'est pas la bonne chose à faire. Exact. Tu règles pas le problème en effaçant la personne. Ben, comme tu dis, non, parce que le gars de mi-trentaine, 35 ans, t'es ce que t'es parce que t'as ça aussi dans ton bagage. C'est fou, puis je peux pas croire. J'ai l'air d'un vieux schnock en disant ça, je me sens comme ça. Parce que c'était quelque chose qui était inadmissible pour moi, tu sais, mais... Tu sais, nos peines peuvent nous construire. Puis moi, je pense qu'il y a plein d'affaires. Tu sais, Haute Démolition, on en parlait. C'est drôle parce que quand le monde parle de Haute Démolition, c'est comme le milieu de l'humour, règlement de compte avec le milieu de l'humour. Puis je suis comme, non, Haute Démolition, c'est moi qui raconte ma peine d'amour, sauf que j'ai tellement mis d'enrobage puis d'affaires autour que personne ne le sait. Tu sais, quand tu lis le livre, tu penses que genre, je règle des comptes avec le milieu de l'humour. Je m'en calisse, c'est pas ça le point. Mais
puisque j'ai réussi à cacher cette affaire-là qui était autobiographique dans quelque chose de plus gros, personne ne s'intéresse à ça. Puis, tu sais, moi, j'écris pas. Ça m'intéresse pas d'écrire des romans qui sont ouvertement autobiographiques, faire l'autofiction. J'ai pas le goût qu'on se tique là-dessus. C'est pour ça que je mets des. Je me tourne vers autre chose, tu sais. Fait que j'aurais pas écrit ce livre-là si j'avais pas vécu ça, tu sais. Puis c'est super. Je suis content d'avoir vécu ça, finalement. Ça a eu du bon, mais des fois, le bon vient tard. Mais je suis heureux parce que je suis heureux que tu dises ça. Parce que 3 ans, c'est une longue peine d'amour. Je m'haïssais, je te jure, je m'haïssais. Non, mais au moment, tu peux pas t'haïr au moment où tu... Jamais quelqu'un vit de quoi ou fait quelque chose en se disant « Hey, je le fais de façon consciente que c'est nocif pour moi. Quand tu vis ta peine, tu vis ta peine. Tu sais. Mais je veux t'en parler parce que hier, je suis en show d'humour. Il y a une fille qui vient me voir après le show puis elle me dit « Hey, j'adore ton podcast. » Puis elle dit « Je suis là-dedans. » Puis elle dit « Ça me fait du bien parce que je vois des gens, puis grosso modo, elle me dit, qui racontent quand ils étaient démolis. Puis elle dit « Ça me donne espoir que je vais aller bien parce qu'ils viennent te le raconter au moment où ils sont bien. » C'est exactement ton cas. Puis je la pose à chaque nouvelle... Je la pose à chaque nouvel épisode du podcast, mais tu as un conseil à donner à quelqu'un, gars, fille, trentaine, vingtaine, soixantaine, qui est dans la période, là, tu sais, t'as été loin dans la... Tu sais, tu dis que t'as pensé à oui, à solide, là, ouais. Il n'y a rien de magique. Chaque personne est différente. Mais si t'as un conseil à donner à quelqu'un, ce serait quoi? Passe à travers la journée. Essaie juste de passer à travers la journée. Aujourd'hui. Pense à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut pour que tu te lèves un matin, puis que tu passes à travers la journée, puis que tu arrives à te recoucher à soir? Qu'est-ce que ça prend? Puis idéalement, ça prendrait des choses saines. S'il a fallu que tu te torches la gueule pour passer à travers la journée, ce sera ça. Essaye de faire mieux demain, mais pense pas à demain pour l'instant. Fais juste passer à travers la journée, puis le lendemain, tu vas te relever, tu vas penser à la même affaire. Mais je pense qu'une journée à la fois, c'est l'affaire la plus importante. Puis moi, je me rappelle que il y a un moment donné où, tu sais, je pensais à mon ex, à ma rupture constamment. Puis j'étais comme, je trouve ça tough parce que je peux plus penser à rien d'autre. Puis un moment donné, les moments où j'y pensais s'espaçaient. Fait que là j'étais comme, hey, j'y ai pas pensé pendant 1 heure, pas pensé pendant 2 heures, pas pensé pendant 3 heures. Puis un moment donné, je me suis couché, puis j'ai fait, hey, j'y ai pas pensé aujourd'hui. Ça a pris du temps, là. Mais moi, ça m'a... Quand j'ai compris ça, j'ai fait « Wow, ça se peut que ces moments-là où on souffre s'espacent. » Puis un moment donné, ça se passe tellement que tu finis par retrouver un genre de normalité. Ben, en fait, comme un deuil quand quelqu'un meurt, tu sais. Puis c'est drôle, on parlait du soleil dans la tête, mais une autre affaire, moi, qui m'a vraiment aidé quand j'avais de la misère, c'était un livre de Joan Didion qui s'appelle « The Year of Magical Thinking ». C'est un essai. Elle, c'est une journaliste, une autrice. Puis elle raconte l'année qui a suivi la mort de son chum. Puis il était en train de souper. Elle a dit « Hey, qu'est-ce qui est arrivé avec telle affaire? » Il n'a pas répondu. Puis là, comme il était en train de lire ou il s'est endormi. Puis finalement, 1 demi-heure plus tard, elle va le checker. Il a fait un AVC. Il est mort. Il est déjà mort. Puis là, c'est elle. Le titre vient du fait qu'elle pensait à tous les jours qu'elle allait rentrer dans la maison puis qu'il serait là, ou qu'elle allait tourner le coin de la rue puis qu'elle verrait son mari. Elle avait la pensée magique qui reviendrait tout le temps. Tu sais. Puis un moment donné, ben, les moments où elle y pensait finissaient par s'espacer. Puis elle n'a pas oublié son chum jamais. Elle a juste appris à vivre avec ce mort-là. Tu sais. Puis je pense que c'est ça, tu sais, c'est drôle. Moi, j'ai vraiment aimé le pitch de ton podcast parce que c'était l'affaire qui me manquait, moi, quand je filais pas. J'ai pas le goût d'affaires réconfortantes. J'ai pas le goût de positivisme. J'ai besoin de marde. J'ai besoin de violence. J'ai besoin de le monde intense qui va pas bien. Puis je le trouvais pas assez. Dans ce livre-là, et dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind, les deux, on l'a. Ah ouais. Le monde qui ugly cry, le monde qui saillit, le monde qui est laid. Tu sais, elle était comme, elle était plus capable de manger. Sa fille, elle y apportait du riz blanc du restaurant chinois en bas, parce que c'était la seule affaire qu'elle était capable de manger. Je suis comme, ça, je relate, Chris. Ça, je suis capable. Puis je pense que le monde sous-estime la valeur pour la guérison des affaires horribles et violentes et négatives. Ça fait du bien aussi, je pense. Ouais. JP, à moins que tu veux rajouter quelque chose. Non, je pense que je trouve que tu as été généreux. Tu es une personne magnifique.
Merci vraiment d'être venu. Puis encore une fois, ce partage-là, moi, je le trouve divertissant, mais je sens qu'il peut faire du bien. Merci. Merci vraiment. Et merci de l'invitation. Je vais juste finir avec une petite dernière question. Vas-y. Comme plug, là, tu sais, dans quoi on peut t'écrire un nouveau livre? Là, je travaille sur un nouveau livre. Sinon, j'anime un show pour les ados. Le monde qui nous écoute, qui ont des enfants ou même qui aiment les jeux vidéo. J'anime un show à Télé-Québec qui s'appelle Bien joué. Fait que, on critique les jeux vidéo. Puis c'est vraiment le fun avec une super belle gang. Stéphanie Harvey, Kevin Raphaël, plein de beaux mondes. Étienne Gallois, Ariel Charret. Puis, je vais être en tournée cette année avec mon show de théâtre. Vous êtes Animal. On va jouer à Québec. Puis plein d'autres places. Suivez ça sur le site du Théâtre Pape. On check ça. JP, merci vraiment, mon gars. Merci de l'invitation. C'était vraiment cool. Merci beaucoup.